Le décès d'un titulaire de compte, qu'il s'agisse d'un compte bancaire, d'un contrat d'assurance ou d'un solde mobile money, soulève des problèmes complexes avec les ayants droit. Oui, c'est le cas de le dire parce que les ayants droit disent que c'est la croix et la bannière pour avoir accès donc à leur dû. Les institutions concernées disent que ce n'est pas vrai. Mais quand on accuse, quand on dit que ce n'est pas vrai, c'est qu'il y a problème. Si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a un problème dans les rapports entre les ayants droit et les différentes institutions concernées. Mesdames et messieurs, je vous prie de suivre avec une attention particulière ce reportage qui met le pied dans le plat. Cela vous permettra de vous situer et nous allons revenir sur ce plateau avec une personne de ressources de qualité pour en débattre. Bonsoir. Émilienne, la cinquantaine révolue, aurait dû vivre sa retraite dans la sérénité. Mais voilà, elle hérite non seulement de la fortune de son défunt mari, mais aussi d'une lourde procédure administrative qui semble ne jamais se terminer. Son mari avait souscrit à une mutuelle de médecins auprès d'une compagnie d'assurance. Pendant 10 ans, il a payé des cotisations régulièrement, pensant ainsi sécuriser l'avenir de sa famille. Mais à son décès, Émilienne découvre que derrière ce contrat, il y a bien plus que des promesses. Les extraits des enfants, le certificat de non-mariage, le certificat de non-mariage et non-appel, non-opposition. Attendez. Et une fois que vous réunissez... Le certificat de gens de mort, quand j'ai fourni tout ça, oui. Je suis allée leur remettre à la mutuelle des médecins. Et eux étaient chargés, normalement, de déposer le dossier à Colina. La dame m'a rappelé pour me dire que Colina leur a fait savoir que mon mari n'a pas rempli la fiche d'adhésion. Ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas payer. Qu'il ne pouvait pas payer. Donc je me posais la question à savoir comment il n'a pas payé l'adhésion et malgré cela, il a été débité sur 10 ans. Donc j'étais entre Paulina Plateau et puis la mutuelle des médecins aux 2 plateaux. J'habitais à l'époque à Benjerville. Donc aller et revenir, va-et-vient, bon, je gaspillais tellement d'argent que j'ai fini. Je l'ai fait 1 an, 2 ans. La première épreuve, retrouver le dossier. Une tâche déjà ardue, car il faut entrecroiser des informations et des références précises. Après plusieurs appels, une première visite dans l'agence de l'assureur. Émilienne se heurte au mur de l'administration. D'abord, il lui a demandé une multitude de documents, acte de décès, livret de famille, certificat d'hérédité, relevé bancaire. Aucun détail ne semble suffisant et chaque nouvelle demande paraît ajouter une couche de complexité. Je me suis retrouvée avec 4 enfants mineurs et ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile. Parce que je me posais des questions. La dame à l'assurance, comment on appelle ça, la dame à la mutuelle, tentait de m'aider. J'ai vu qu'elle a tout fait pour essayer de m'aider, mais malheureusement, elle n'avait pas le dernier mot. C'était l'assurance qui avait le dernier mot. Du coup, j'ai dû arrêter. J'étais épuisée. J'ai arrêté de poursuivre mon dossier. C'est comme ça que jusque-là, je n'ai pas été rémunérée. La femme, restée veuve avec 4 enfants sous les bras, aurait voulu que l'épargne accumulée par son mari soit une aide précieuse pour la famille dans cette période difficile. Mais au lieu de trouver un soutien financier, elle se heurte à un système complexe et décourageant. Je voudrais que les assurances soient sincères. Parce qu'ils vous font miroiter. Ils vous vendent du rêve. Et quand le moment arrive, le moment de profiter arrive, c'est des... je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. C'est souvent difficile. Hein? C'est difficile. C'est très, très, très difficile.
Et les procédures administratives. Les procédures, non seulement les procédures administratives vous prennent beaucoup d'argent. Et en plus, quand on arrive, il y a problème. Chaque semaine, Emilienne se rend au même bureau, attend les mêmes réponses et doit renvoyer les mêmes documents dans un enchevêtrement sans fin de démarches administratives. À chaque fois qu'elle pense avoir franchi un obstacle, un autre surgit et on lui demande parfois des pièces qu'elle a déjà envoyées ou des informations qu'elle n'a pas encore obtenues. L'épuisement moral et administratif finit par la gagner, la poussant à envisager d'abandonner. Ici, nous sommes dans le cabinet discret de Maître Biti, notaire depuis plus de 46 ans. Elle a vu sa profession se complexifier avec le temps. Aujourd'hui, les dossiers de succession qu'elle gère sont souvent accompagnés de multiples tracas administratifs. Par exemple, l'obtention d'un acte de notoriété peut prendre entre 1 et 2 mois en Côte d'Ivoire, tandis que le traitement des comptes bancaires peut s'étirer sur 3 à 6 mois, voire plus, selon la complexité des actifs. Qu'est-ce que le notaire fait? Il écrit aux banques, mais il écrit aux banques munis des pouvoirs que les héritiers connus, puisqu'on a le jugement d'hérité, vont lui donner. Et les banques répondent à leur rythme, évidemment, pour dire qu'il y a tel montant dans le compte bancaire. Même s'il s'agit des microfinances, c'est la même chose. Ces établissements écrivent, il faut dire, il y a tel fonds détenu par le défunt. Au vu de ça, deuxième acte très important, qu'on appelle la déclaration de succession. La déclaration de succession, elle est établie à l'adresse de l'administration fiscale. Parce que quand vous décédez, c'est bien gentil, les héritiers vont bénéficier de sommes d'argent puisque nous sommes dans le cadre de fonds détenus par les établissements financiers. Mais l'État, au passage, prend des droits qu'on appelle droits de mutation. Les héritiers, souvent déjà éprouvés par le deuil, doivent faire face à une réalité bien plus complexe. Entre témoignages contradictoires, documents manquants et demandes répétées de pièces justificatives, la procédure peut s'éterniser. En Côte d'Ivoire, les institutions bancaires imposent des frais de dossier pour chaque transaction liée à la succession. Ces frais varient entre 50 et 200 000 francs CFA, selon la banque et la valeur des avoirs. De plus, les frais notariaux en Côte d'Ivoire sont fixés par un barème réglementé et peuvent atteindre entre 2,5% et 4% de la valeur totale de l'héritage. Ainsi, pour une succession de 10 millions de francs CFA, les frais bancaires et notariaux peuvent facilement dépasser 400 000 francs CFA, sans compter les autres charges administratives liées à la succession. Ce coût est souvent trop élevé pour de nombreuses familles qui se retrouvent dans l'incapacité de les assumer. Les banques sont en droit de réclamer ça, parce que si elles nous virent tous les fonds, et puis qu'il y a de l'argent qui est dû au trésor public ou à la CNPS, comment elles vont faire? Elles sont responsables. Donc, par conséquent, elles exigent ce papier. Voici les pièces vraiment fondamentales. Elles peuvent demander les extraits d'acte de naissance, l'acte de mariage, le certificat de genre de mort. Toutes ces questions-là peuvent être posées par la banque qui s'assure d'avoir toutes les garanties avant de libérer les fonds. Quand les fonds sont inférieurs à 500 000, il n'y a pas de déclaration de succession. Donc, ce n'est pas la peine de venir voir un notaire. Directement, la banque doit débloquer les fonds aux ayants droit, aux héritiers. Maître Biti doit faire face à des demandes incessantes de documents, tels que des actes de décès, des livrets de famille ou des certificats d'hérédité, des pièces qu'il est parfois difficile de rassembler rapidement. À chaque nouvelle demande, une nouvelle attente se crée. Une seule demande supplémentaire de pièces peut entraîner un délai de 2 à 3 semaines de plus, ce qui rallonge considérablement la durée de la procédure. En plus de cela, les frais pour chaque acte notarié en Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse de la rédaction d'un testament ou de l'établissement de l'acte de notoriété, varient considérablement
et peuvent atteindre 200 000 francs CFA voire plus, ce qui devient un fardeau pour des héritiers, parfois peu préparés à ces dépenses imprévues. Le risque est le même, testament ou pas, puisque vous donnez des fonds à une personne. Le risque est le même. Une fois que la personne reçoit ces sommes d'argent, elle en fait ce qu'elle veut. Bon, le cas peut se poser pour les mineurs. Parce que quand on est mineur, on dépend d'un tuteur ou d'un administrateur légal. C'est-à-dire que s'il y a un des parents qui est décédé, parent de mineur, automatiquement c'est l'autre parent, même s'il n'est pas marié, qui a l'administration légale, jusqu'à ce que l'enfant devienne majeur. Alors, j'en profite parce qu'il faut faire attention. Il y a des parents qui croient que l'argent qu'on donne aux mineurs, là, leur appartient. Non, parce que à la majorité de l'enfant, et ça arrive souvent, il vient s'informer chez le notaire. Qui a reçu mes fonds? Je n'ai pas pu aller à l'école. Vous voyez? Donc, attention, les tuteurs ou l'administrateur légal doit rendre compte aux mineurs, donc se préparer en conséquence. Ce n'est pas son argent. Dans ce contexte, la lenteur des procédures administratives et les frais élevés liés à la succession créent des difficultés majeures pour les héritiers. Beaucoup se retrouvent incapables de supporter ces charges, notamment lorsque l'actif successoral est constitué de biens immobiliers difficilement liquidables. Les institutions bancaires, tout comme les administrations, ont souvent des procédures lentes et les héritiers doivent attendre des mois. Dans le cas d'Emilienne, son mari l'avait informé de l'assurance qu'il payait pour le bien de leur famille, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, les défunts n'informent pas leurs ayants droit des actifs qu'ils ont en banque, dans les assurances ou même dans les comptes mobile money. Alors comment faire dans ce cas de figure? Michel a perdu son père en 2014. Ce n'est que 3 ans plus tard, par un heureux hasard, qu'il découvre que son défunt père avait souscrit à une assurance vie. Il tombe sur un document caché dans un vieux tiroir. Un contrat signé des années auparavant, qu'il n'avait jamais remarqué. Ce n'était pas un simple papier, c'était un espoir pour sa mère, son unique héritière légitime, et pour lui-même, d'obtenir un soutien financier après la perte de son père. Tout est parti d'un rangement un samedi, parce qu'on était à Treichville, et quand le vieux a décidé, on a déménagé à Ypougon. Et lors du rangement, je découvre dans l'une des valises un document écrit dessus « Assurance vie ». Et bien là, j'ai tiqué. Et puis je me dis, depuis 2014, nous avons déposé un certificat de décès à l'entreprise où papa travaillait. Et jusqu'en 2017, on ne nous a pas signifié, même quand on allait déposer le certificat de décès, que notre père avait souscrit à une assurance vie. Donc de 2014 où votre père décède jusqu'en 2017 où vous découvrez qu'il a souscrit à une assurance vie, l'assurance n'essaie pas de rentrer en contact avec vous, sachant que l'ayant droit était bien connu. Effectivement, parce que quand je découvre le document et j'ouvre le document, eh bien, je vois qu'il était débité 70 000 francs. Et le nom du l'ayant droit, c'était le nom de ma mère, qui était écrit bien noir sur blanc. Et là, ça m'a fait tiquer. Et je crois bien 2 semaines après, je me suis rendu dans l'entreprise qui était Colina SA, qui a changé de nom aujourd'hui. Donc, je me suis rendu dans l'entreprise et j'ai vu l'un de ses anciens collègues qui m'a dit, mais ton père avait souscrit à... Je lui ai montré d'abord le document, il m'a dit, mais là, c'est une assurance vie. Eh bien, tu ne savais pas? Je lui ai dit, non, mais non, on n'était pas informé. Et c'est maintenant, là, dans un rangement que j'ai vu. Et lui m'a dit, bon, voici la procédure à suivre. Et bien là, c'est là que tout a commencé à être difficile, franchement. En 3 ans, l'assurance n'a jamais cherché à rentrer en contact avec la famille, ni même à informer sa mère, l'épouse légitime, de ce droit auquel elle semblait avoir droit. Malgré le contrat en bonne et due forme, aucune démarche proactive n'a été faite de la part de l'assureur. Dès lors, Michel et sa famille se retrouvent pris dans un enchevêtrement de démarches administratives. Entre les pièces manquantes, les documents demandés à répétition et les retards de réponse, les obstacles s'enchaînent. Aujourd'hui, malgré tous les efforts,
Michel et sa famille n'ont toujours pas pu toucher l'argent qui leur revient. La première difficulté, c'était d'abord la demande que l'agent m'a posée. Il me dit, d'abord, après avoir fini de vérifier les dossiers, il me dit, est-ce que nous pouvons avoir l'extrait original de ton père? Eh bien là, j'étais abasourdi, avec un air vraiment... Waouh, quoi. Ça faisait partie des documents qu'il fallait avoir pour toucher les avoirs. Je lui ai dit, mais quelqu'un qui est décédé, comment je peux avoir son extrait de naissance original? Non, c'est impossible. On peut avoir juste la copie. Eh bien, je lui ai dit, mais le certificat de décès que je vous ai donné, ce n'est pas l'original, c'est la copie de l'original que je vous ai demandé. Donc, vous n'êtes pas censé me demander l'acte de naissance original. Et lui et moi, on a échangé un peu. Des personnes sont venues nous calmer un peu dans les locaux et tout. Et je retourne à la maison. J'explique un peu à la mère, tout. Bon, elle n'a pas trop la tête à ça. Mais moi, je dis non, mais non, je vais aller au bout de ça. Et c'est comme ça. Et je crois 2 à 3 semaines, si je me rappelle bien, je suis retourné là-bas. Je lui ai dit que je n'ai pas pu avoir l'extrait original. J'ai fait certaines démarches, je n'ai pas pu avoir l'extrait original. J'ai juste le certificat de décès et puis sa carte d'identité. Dans ces dossiers que j'ai fouillés, je n'ai pas trouvé d'extrait. Donc franchement, là, je suis navré. Et il me dit, ben là, on doit s'entendre. C'est ce qu'il voulait. Il voulait qu'on échange, on s'entend sur un truc et puis il va accélérer le dossier pour qu'on puisse avoir l'argent. Et bien ça, je lui dis, bon, quelle est la condition? Maintenant, nous arrivons à la deuxième difficulté. Il me dit, ben, est-ce que c'est possible d'avoir 500 000 francs pour accélérer la procédure? Je lui dis, présentement, là, on n'est même pas en position de 100 000 parce que c'est très difficile. Et ça, c'est un agent de l'assurance? Ça, c'est un agent de l'assurance qui nous demande pour accélérer le dossier parce que je n'ai pas fourni l'extrait original de mon père, sachant qu'il est décédé. Et là, je lui dis qu'on n'est pas en possession de vous remettre 500 000 francs parce que c'est vraiment compliqué. Voilà. Et il me pose la question de savoir, mais si lui, il accélère le dossier, en retour de l'agent de l'assurance, il a combien dedans? Eh bien, moi, je lui réponds, c'est pas moi qui suis le liant droit. Donc, je ne peux pas répondre à ça. Et c'est comme ça qu'il m'a donné dos. Michel et sa famille commencent à se rendre compte que la tâche sera bien plus ardue que ce qu'ils avaient imaginé. Chaque fois qu'ils contactent la compagnie d'assurance, on leur répond que le dossier est toujours en attente, qu'il manque encore un document ou qu'un autre formalisme doit être respecté. Ce qui aurait dû être une simple formalité se transforme en une véritable bataille. Michel commence à soupçonner qu'il y a plus derrière cette lenteur bureaucratique. À plusieurs reprises, il se heurte à des excuses vagues et des promesses de rappel qui ne se concrétisent jamais. Franchement, je dirais que c'est méchant. C'est un tant soit peu ignominieux de leur part d'agir ainsi. Eh bien, il faut savoir qu'en Afrique, quand un père ou une mère travaille quelque part ou souscrit à des assurances, n'informe pas tout le monde. Et quand il y a des liens droits qui sont signifiés dans les documents avec le numéro, avec le lieu d'habitation, et même quand on vous apporte des certificats de décès pour dire que la personne n'est plus, moi, je pense que les assureurs doivent rentrer en contact avec les liens droits pour dire voilà, ton parent il a souscrit, voilà la procédure à suivre, voilà le lien droit. Je pense que c'est une politique qui doit revoir. Parce que, bon, d'où va l'argent des assureurs qui ne sont plus? C'est la question qu'il faut se poser. Je pense que c'est un processus à changer et que je fais un appel aussi pour dire aux parents, quand ils souscrivent, d'informer le plus grand des enfants. Là il sait vraiment que si papa n'est pas là, au moment n'est pas là, il y a quelque chose qu'il a laissé qu'on peut suivre. Michel, de plus en plus frustré, commence à se poser des questions sur les pratiques des sociétés d'assurance. Il se demande si l'objectif est réellement d'aider les familles en deuil, ou si, au contraire, elles cherchent à retarder l'indemnisation autant que possible
pour conserver l'argent dans leur coffre. En voyant la lenteur des procédures et la mauvaise foi répétée, il a l'impression que tout cela ressemble à un système où les victimes sont des familles comme la sienne, épuisées par des démarches interminables et des promesses non tenues. Les établissements financiers, y compris les banques, les assurances et les opérateurs de mobile money, ont l'obligation légale de rechercher les ayants droit des comptes dormants. Cependant, la durée avant qu'un compte soit déclaré dormant diffère selon l'institution. Pour les banques et assurances, un compte est considéré comme dormant après 5 ans d'inactivité. Pour les opérateurs de mobile money, ce délai est plus long et fixé à 8 ans. À compter de la déclaration de dormance, toutes les institutions disposent d'une période de 2 ans pour rechercher activement les ayants droit si aucun titulaire ne se manifeste pour récupérer les fonds. Si après ces recherches, aucun héritier n'est retrouvé, les fonds sont transférés à l'État. Toutefois, la loi prévoit que ces sommes restent consignées pendant 30 ans, laissant ainsi une ultime possibilité aux ayants droit de se manifester avant une appropriation définitive par l'État. Nous sommes donc de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Ai-je besoin de vous rappeler une fois de plus le sujet qui est d'une importance capitale. C'est à juste titre que nous recevons donc avec un immense plaisir Monsieur Marius Komoué. Je n'ai pas écorché le nom. Vous êtes donc le président des associations de consommateurs. Aujourd'hui, je voudrais que vous nous fassiez un peu le point parce que c'est un véritable désastre. Que des ayants droit dont les parents on souscrit donc à une assurance, on souscrit à un compte mobile money, on souscrit à un compte à la banque et que ces ayants droit là aujourd'hui ne puissent pas bénéficier de ce à quoi ils ont droit. Quelle est la situation aujourd'hui? Quelles sont les différentes préoccupations? J'allais dire que la situation est dommageable pour les usagers des banques et établissements financiers. De mémoire de leaders d'organisations associatives de défense et de protection des intérêts des consommateurs que nous sommes, nous nous sommes régulièrement penchés sur la question justement des rapports entre les banques et leurs clients, mais également entre les établissements financiers, c'est-à-dire les microfinances et autres, et leurs clients. Et l'avènement donc des nouvelles technologies de l'information et de la communication que sont par exemple le mobile money et tout ça, et tout le reste, l'Internet bien entendu, a engendré une nouvelle forme de transaction financière. Et ce qu'on a appelé communément les mobile money. Et quand on voit donc l'engouement que cela a suscité dans notre paysage au niveau national, il est tout à fait indiqué qu'une organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs se préoccupe de plus en plus des questions en la matière. C'est pour ça d'ailleurs nous avons suscité la création de l'association des usagers des banques et établissements financiers. Une organisation qui a en charge de se pencher exclusivement et uniquement sur les questions de défense des droits et de protection des intérêts des clients des banques, mais également des clients des établissements financiers. Et à la matière, je peux vous dire qu'il ne se passe pas un seul jour où les usagers des banques et établissements financiers ne se plaignent pas des difficultés qu'ils rencontrent, des difficultés qu'ils ont avec leurs, partenaires. Parce que le client, l'usager, il est le client, la banque est son partenaire, et donc son partenaire en affaires, soit il vient pour ouvrir un compte d'épargne, soit un compte courant, mais une fois rappelé par exemple à Dieu, une fois ayant tiré sa révérence, soit ses enfants, sa famille, en tout cas ses proches se sont régulièrement plaints des difficultés pour entrer en contact avec les avoirs de leurs défunts frères, de leurs défuntes sœurs. C'est dû à quoi? Mais c'est dû tout simplement, j'allais dire même loin des tracasseries administratives, j'allais dire tout simplement que c'est aussi dû, et il faut le dire, sans avoir à tourner, à tourner autour du pot, il faut le dire de façon claire et distincte, c'est dû justement à la mauvaise foi des banques et des établissements financiers. Monsieur Marius Komoué, vous voyez cette place-là, dans la façon de produire notre émission, oui. On a toujours deux invités. D'accord. C'est-à-dire celui sur qui le doigt accusateur est porté, absolument, est pointé,
et celui qui accuse. Ce qui est logique. Voilà, on aurait bien voulu avoir ici à côté de vous un membre de tous ceux qui font partie donc, des établissements financiers, de mobile money. Et des banques. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Malheureusement, j'imagine. Aucun élément de réponse ne nous a été donné. D'accord. On se doit donc de faire cette émission sans la présence de celui qui allait débattre avec vous. Bon. Mais la chaise reste là. Elle fera partie de ce décor jusqu'à la fin de nos échanges. La question que je m'apprête à vous poser, nous sommes en Côte d'Ivoire. Que dit la loi, que fait la loi pour protéger donc les droits de ces ayants droit pour ne pas qu'ils vivent ces tracasseries? Parce qu'en réalité, dès l'instant où mon père ou ma mère a signé un contrat avec un établissement financier, avec une assurance, avec un opérateur de téléphonie, via le compte mobile money, si ces personnes-là ne vivent plus, le contrat devait être déclenché, ce qui me revient de tout droit. Pourquoi encore des tracasseries? Pourquoi afficher une mauvaise foi? Et que fait la loi pour protéger ces ayants droit? Je peux vous assurer que, vous dites bien, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous avons de très bons textes de loi. C'est leur application qui cause problème. Vous prenez le cadre même du Code du travail. Des gens sont licenciés de façon abusive, sans pour autant que les instruments étatiques mis en place puissent naturellement jouer véritablement leur rôle, à commencer par le tribunal du travail, les inspections du travail. Il faut que ces instances jouent convenablement leur rôle pour mieux protéger les intérêts des populations, donc des usagers des services publics. C'est pareil pour quelqu'un à qui on donne moins que le SMIC comme salaire. C'est formellement interdit. Dès lors que l'État fixe un salaire plancher qu'on appelle le SMIC, tout employeur devrait respecter le minimum à payer à un travailleur, c'est-à-dire le SMIC. Alors, dans le cadre justement des banques, la Côte d'Ivoire s'est dotée de textes, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'institutions, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'administrations capables justement ou ayant en charge de faire en sorte que les droits des usagers des services bancaires et des droits des usagers des services des établissements financiers et autres soient véritablement protégés. Vous avez le ministère de l'économie et des finances qui est la reine, la mère de toutes ces entités. Après, vous avez la direction des assurances, pour le cas des assurances, mais vous avez aussi la direction de l'économie. Vous avez même l'association des professionnels des banques et établissements financiers, bien que c'est une entité qui est en charge de défendre les intérêts de cette corporation, des banquiers et des responsables d'établissements financiers, il n'en demeure pas moins que c'est des professionnels des banques, c'est des professionnels d'établissements financiers qui sont instruits sur les droits des usagers et qu'on peut également saisir face à une banque, membre de leur association, qui ne joue pas son rôle. Et puis maintenant, vous avez les organisations de consommateurs et puis vous avez les tribunaux. Lorsque justement toutes les tentatives amiables ont échoué, vous avez les tribunaux pour faire valoir vos droits. Mais est-ce que les uns et les autres, chaque entité joue véritablement son rôle? C'est là que se trouvent les problèmes. Monsieur Marius Koumoué, notre enquête a tourné autour des différents organismes financiers. On a donc les banques, on a les compagnies d'assurance et on a donc les mobile money. On va aller cas par cas et nous allons essayer de faire un point. D'accord. Commençons par les banques. Au jour d'aujourd'hui, si on devait faire un bilan concernant donc ces droits de ces ayants droit, à quel niveau sommes-nous? Est-ce que le désastre est encore beaucoup plus grand qu'il y a quelques années? Loin de même d'un désastre, je parlerai d'un fossé. Le fossé est très grand, le fossé est très profond et il faut bien que l'État, j'allais dire... Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des banques? La réalité, c'est que après que le client de la banque soit rappelé à Dieu, eh bien, ces ayants droit sont confrontés à d'énormes difficultés, non seulement pour savoir combien leur frère a dans son compte bancaire, parce que la banque va leur faire énormément de difficultés en leur exigeant des documents administratifs qui certifient véritablement qu'ils sont des ayants droit. Et même quand ils ont pu réunir ces documents, la banque va les faire tourner en rond. Et ça, c'est ce qui nous est rapporté régulièrement. Et nos enquêtes l'attestent aisément. Mais quand on vous rapporte cela, vous qui avez mis en place cette organisation, vous faites quoi exactement? Et quels sont les actes que vous avez posés aujourd'hui pour que les choses changent? À dire vrai, ce n'est pas nous qui avons mis en place ces entités, c'est l'État.
Voilà, par exemple, la direction des assurances et tout le reste, c'est l'État. Nous avons mis en place... Non, moi je parle de votre organisation. Les organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs. Dans le cadre des banques, vous êtes dans un contrat, j'allais dire même commercial. Voilà, avec une banque, si d'ordinaire les choses ne conviennent pas véritablement à votre vision des choses, vous avez la capacité, bien entendu, de saisir le tribunal du commerce qui existe aujourd'hui. Mais au-delà du tribunal du commerce, vous avez des institutions, vous avez des structures associatives telles que les organisations de consommateurs. Donc, en ce qui nous concerne, quand nous sommes contactés, nous sommes, j'allais dire, interpellés, nous allons vers justement cette banque pour créer les conditions d'un règlement amiable, trouver des solutions, parce que notre objectif, ce n'est pas d'être un adversaire de l'État, encore moins des banques et établissements financiers. Nous sommes des partenaires, mais entre des partenaires, il arrive des fois, c'est comme la dent et la langue, il arrive des fois que les dents mordent la langue sans pour autant qu'on coupe la langue pour la jeter, ou on arrache la dent pour la jeter. Alors, dans les rapports que nous avons avec souvent les banques, nous avons des rapports souvent conflictuels, des rapports on ne peut plus difficiles dans la mesure où nous semblons ne pas être entendus. Nous semblons ne pas être écoutés au même titre que les usagers que nous défendons. Et ça nous amène très souvent à passer à la phase supérieure, qui est de saisir les tribunaux en encourageant justement la victime de la banque ou de l'établissement financier à nous suivre dans ce processus. Et nous l'encadrons, nous l'accompagnons au plan juridique, nous l'accompagnons par nos conseils, par nos orientations, de sorte à ce qu'il retrouve la plénitude de ses droits. C'est un peu cela notre travail. Et au niveau des compagnies d'assurance? Au niveau des compagnies d'assurance, là-bas, je peux vous dire que Salacroix et la bannière, c'est l'enfer total dans l'acquisition des droits des ayants droit. C'est-à-dire avec les banques sur le fossé, non, et puis avec les assurances, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que, croyez-moi, c'est un fait. Quel que soit le bon contrat que vous aurez signé, pour la plupart, vous savez bien que dans nos sociétés, les parents, qu'elles soient mères, ils soient pères, quand ils sont en activité, ce n'est pas toutes leurs transactions financières qu'ils déclarent à leurs proches, à leurs femmes, à leurs enfants ou à leurs ayants droit, je vais dire. Très souvent, c'est à sa mort qu'on va aller chercher dans ses affaires pour trouver des relevés de banque, pour trouver, j'allais dire, son chéquier, pour trouver en tout cas sa carte bancaire, trouver les documents qui attestent qu'il a au moins souscrit ou bien qu'il a un contrat avec une banque. Mais quand bien même que cela a été trouvé, il faut maintenant faire la démarche administrative pour pouvoir certifier que vous êtes l'ayant droit. Très souvent, nos parents ne sont pas mariés légalement. Et surtout quand vous n'êtes pas marié légalement, et même là encore, il faut que vous soyez marié avec bien commun. Voilà, parce que même... Alors, oui, je m'excuse de vous interrompre. Parce non, que je veux simplement qu'on insiste sur l'attitude de ces compagnies d'assurance vis-à-vis des ayants droit. Non, mais c'est de la malhonnêteté totale. Leur attitude est très malhonnête. Leur attitude semble ou apparaît comme une façon de gruger justement les ayants droit. Leur attitude est totalement condamnable et à condamner dans la mesure où... Est-ce que vous avez déjà été témoin d'un cas où vous allez voir cette assurance? Mais c'est tout le temps que nous sommes témoins. C'est pour ça que nous avons créé l'association des usagers des banques. Nous avons suscité la création de l'association des banques et établissements financiers. Quand vous partez les voir pour essayer de régler un conflit, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous revient habituellement? Qu'est-ce que ces compagnies vous disent? À se demander si véritablement nous sommes entendus ou si nos propos tombent dans l'oreille de personnes. Parce qu'en vérité, vous semblez être entendus, vous semblez être écoutés. Lorsque vous êtes en face d'eux, ils vous promettent monts et merveilles que le problème trouvera solution. Très souvent, en face, à côté, vous avez le client qui est avec nous. Mais une fois nous tournons le dos, la difficulté apparaît toujours dans la mesure où ce qu'ils promettent, ils mettent énormément de temps. Et quand bien même ils ont mis du temps à le faire, pour la plupart du temps, très souvent, les usagers se découragent et abandonnent.
Avant qu'on ne vienne à la dernière pièce de ce puzzle-là, parce qu'il y a donc les banques, les compagnies d'assurance et puis les mobile money. Mais quand même, vous n'êtes pas sans connaître qu'il y a eu des nouvelles procédures initiées donc par ces établissements financiers, ces assurances. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Ah oui, ils nous ont envoyé la documentation à la matière pour nous informer des nouvelles procédures et tout ça. Mais j'ai pu vous dire que cela n'a fait l'objet d'aucune concertation. Et ils se sont réunis entre eux, établissements financiers et banquiers. Ils ont produit de nouvelles mesures qu'ils imposent, je le dis, c'est le mot, ils imposent aux usagers à leur détriment. Plein d'usagers se plaignent des agios, plein d'usagers se plaignent du fait, tout récemment, il y a certains usagers qui étaient à l'étranger, qui, une fois de retour, se retrouvent à être débités sur son compte. Et lorsqu'il arrive, on demande qu'il produise tel justificatif, il le fait. Mais toujours est-il que la banque traîne à replacer son argent qui a été débité et pour lequel d'ailleurs il n'a jamais fait de demande, il n'a fait aucune opération, il est à l'étranger, il a produit toutes les justifications de son absence du pays. Mais la banque traînait justement à lui donner sa raison. Il n'y a pas que ça. Même quand vous avez des victimes d'accidents de la circulation, pour parler des assurances, mais regardez les problèmes, les difficultés que l'assureur pose aux usagers et à ses ayants droit pour pouvoir entrer dans leurs droits. C'est inacceptable. Il faut que l'État continue et mette véritablement les garde-fous, de sorte à mieux protéger les usagers des services publics et les usagers de ces opérateurs privés que sont les banques et établissements financiers. L'État ne peut pas laisser, en dehors de l'État et de ces banques traditionnelles, l'État ne peut pas laisser à la vindicte, sinon à la magouille, j'allais même dire, des opérateurs de ce milieu, eh bien, ces populations... Les mots que vous utilisez sont très forts, M. Marius Komo. J'aurais aimé vraiment avoir ici un banquier ou un assureur pour répondre à ce que vous dites. Mais ce n'est que partie remise, la chaise reste toujours disponible. Ça peut être une émission 2, n'est-ce pas? Parce que ce que vous dites est trop grave. Mais soyez rassurés d'une chose, nous sommes défenseurs de droits. Nous n'avons pas à nous amuser avec la défense des droits et la protection des intérêts des consommateurs. C'est pour ça que j'aime très souvent à dire, et c'est à juste titre, que nous ne mangeons à la table d'aucun roi dans ce pays. Donc nous sommes libres de nous exprimer. Et nous nous exprimons parce que ce qu'on nous fait endurer là, nous ne le méritons pas. C'est nous qui payons les taxes et les impôts. C'est nous qui faisons fonctionner ces banques et établissements financiers. C'est nous qui faisons même fonctionner l'État. L'État lui-même, le président de la République, le Premier ministre, tous les gouvernants, tous les ministres, quand vous les voyez rouler carrosse, quand vous les voyez vivre heureux, tranquilles, bien, ils roulent dans des voitures de luxe et tout ça, avec des gars, c'est nous qui payons avec nos taxes et nos impôts. L'électricité qu'ils consomment, le carburant, les véhicules qu'ils roulent, c'est avec nos taxes et nos impôts. La banque ne peut pas exister sans client. Donc c'est tout à fait normal que celui à qui on cause du tort puisse avoir des mots durs pour les adresser justement à ceux qui lui causent du tort. C'est aussi simple. Mais quand ils initient de nouvelles procédures et que vous dites que non, ils ne vous ont pas contacté, après quelle est la démarche qui a été entreprise à votre niveau? Mais la démarche aurait bien voulu, et c'est ce que nous avons toujours fait, saisir les institutions étatiques en charge de nous écouter et prendre en compte nos préoccupations. Mais une chose est de leur adresser des correspondances, une autre est de pouvoir être véritablement écouté. Et ça, c'est le mal que nous avons dans nos États. À la limite, on a le sentiment que l'État protège des corporations professionnelles au détriment de ses usagers, quand bien même que l'État a la vérité en face, à la confirmation que ses partenaires financiers font des difficultés à ses usagers. Et c'est vraiment dommage. Ne pas le dire, croyez-moi, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Sur les deux cas, vous avez parlé de fossé, vous avez parlé de casse-tête chinois, de Croix et la Bannière, de l'enfer. Mais à la fin des courses, il y a quand même des lueurs d'espoir où ces ayants droit ont droit à quelque chose, non? Non, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des mobile money par rapport aux deux premiers cas? Non, pour les mobile money, alors là, croyez-moi, vous souscrivez à un compte. C'est votre identité qui est demandée.
est-ce que dans le compte que vous souscrivez avec un opérateur de mobile money, est-ce qu'il est dit que vous mettez, est-ce qu'il peut attester qu'on lui a demandé de mettre le nom d'un ayant droit? C'est vous, votre identité qui est exigée. On demande votre carte d'identité. Donc vous venez, vous souscrivez, et puis c'est tout. Le contrat se passe entre vous et puis la structure de mobile money. Quand vous n'êtes pas là, mais il n'y a aucun document, dans aucun document, vous n'avez dit que si vous n'êtes pas là, c'est tel individu ou telle personne ayant droit qui est en charge de venir justement continuer ou récupérer ce que vous avez. Il n'y a pas de possibilité de Mais non, la de possibilité existe bel et bien. Mais justement, c'est la transaction, c'est la tracasserie administrative qui décourage pour la plupart les gens. Parce que pour la plupart du temps, ceux qui viennent naturellement pour exiger justement le remboursement de ce qu'on doit à leur défunt frère ou à leur défunte mère ou père, ben, ceux-là n'ont pas véritablement les moyens de faire toute cette tracasserie administrative. Qu'est-ce que vous appelez tracasserie? Qu'est-ce que vous appelez moyen? On vous demande tel document, on vous demande d'aller à la justice, on dit, bon, vous tournez au final, pour ne pas dire finalement, vous vous retrouvez à être totalement desséché financièrement pour des gens qui n'en ont même pas les moyens. Voilà les réalités. Il y a peut-être Ce qu'on aurait souhaité, c'est que lorsqu'on souscrit à un contrat avec un opérateur de mobile money, que l'opérateur mette en place un mécanisme qui permet à l'usager qui souscrit d'indiquer qui serait son ayant droit. À la signature même déjà de son contrat, à la prise même, à l'ouverture par exemple, d'un compte mobile money, on devrait déjà indiquer qui pourrait être ses ayants droit. On peut demander de donner 3 noms ou 2 noms. Donc il revient à l'usager de donner 2 ou 3 noms. Au-delà de la parole, est-ce que vous pouvez mettre tout cela en action en voyant donc l'État de Côte d'Ivoire et puis les différents opérateurs de téléphonie qui utilisent ces mobile money? Mais nous travaillons avec l'ARTCI. C'est le régulateur dans tous les secteurs. Il dit quoi? Non, la RTCI fait un travail, ça il faut le dire. On a eu quelques difficultés sur la crise des data. Et depuis ces difficultés-là, je puis vous assurer qu'un cadre de concertation a été mis en place qui nous permet désormais, et ce cadre se réunit, et on sort même d'une rencontre, il n'y a pas de cela 2 semaines, avec la RTCI et son conseil de gestion. Nous avons pu naturellement remis sur la table de discussion les préoccupations qui sont celles des consommateurs et qui sont liées justement aux publicités intempestives sur leur mobile, je veux dire leur smartphone et autres. Mais il y a aussi la question de la perte des tentatives d'envoi d'argent. Et pour les recouvrer, c'est tout un problème. En tout cas, un pan de dossiers ont été élaborés, ont été évoqués en présence donc des instances de gestion du secteur de la téléphonie. Et je puis vous assurer que cela est pris en compte. Et bientôt, pour ne pas dire dans les semaines à venir, la RTCI fera un communiqué dans ce sens. Sinon, un cadre permanent existe entre les associations de consommateurs et la RTCI, contrairement au passé où ce cadre n'existait pas. La directrice générale de la RTCI, qui a été démise de ses fonctions et qui est partie, Mme Touré, avait créé ce cadre, et M. Lakoun, le nouveau directeur général, eh bien, a réactivé ce cadre sous les instructions du président du conseil de gestion, et nous les félicitons d'avoir mis en place ce cadre. Mais ce cadre doit être véritablement un cadre pour recueillir effectivement les préoccupations des consommateurs, mais pour nous, et comme nous leur avons signifié, il ne s'agit pas de recueillir nos préoccupations et de les voir mettre dans les tiroirs. Il s'agit plutôt d'interpeller les opérateurs face aux abus que nous constatons au niveau des usagers qui sont les clients. Monsieur Komoué, quand on a commencé la promotion de cette émission, nous sommes tombés sur quelques téléspectateurs qui sont des assidus du magazine Il y a problème et qui nous ont dit, ça veut dire quoi un compte dormant? Un compte dormant, disons-le tout net, c'est un compte sur lequel il n'y a eu aucune transaction financière. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait de dépôt, vous n'avez pas fait de retrait, vous ne vous êtes pas connecté sur ce compte durant une période minimum de 5 ans. Sinon, pour certains établissements, c'est 8 ans. Mais pour ce que nous savons, dans la généralité, c'est 5 ans. Et durant 5 ans, si le compte, il n'y a pas eu sur le compte de mouvement financier
ni de transaction, eh bien, on considère ce compte totalement dormant. La banque constate donc qu'il n'y a pas eu de transaction, il n'y a pas eu de mouvement sur ce compte, il est considéré comme dormant. Alors, restons dans cette affaire de compte dormant. Et ce compte dormant appartient à quelqu'un qui est certainement décédé, mais qui n'aurait pas dit à ses ayants droit qu'il l'épargnait quelque part dans un organisme financier. Qu'est-ce que la loi dit? Quelle est l'obligation de cet organisme financier? Quelle est cette banque-là? Est-ce que cette banque-là a une obligation de rechercher les ayants droit si tel est que le père n'a pas pu dire aux gens, à ses enfants, que vous voyez, dans tel compte, j'ai épargné de l'argent? Dans les faits, au niveau national, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, puisqu'on a tous des comptes bancaires, quand vous avez ouvert un compte souscrit à une opération bancaire avec un établissement financier ou bancaire, il faut noter tout simplement une seule chose. Moi, j'ai connaissance de ce que certains usagers nous ont saisi par rapport justement à des comptes qui n'ont pas connu de transactions financières sur une période de 2 mois, 3 mois. La banque bloque le compte, ferme carrément le compte. Et donc, c'est ce qu'on appelle très communément dans notre jargon, dans le mouvement consumériste, la banque met le pied sur le compte. Et cela dans la perspective de se protéger contre les transactions financières parce que les comptes dormants servent souvent à des individus, les brouteurs et autres, pour faire transiter de grosses sommes d'argent. Et donc la banque, en mettant le pied sur le compte, a un regard total sur ce compte-là et empêche donc toute transaction malhonnête, toute transaction, j'allais dire, de blanchiment sur ce compte-là. Ça, c'est ce que 1 mois, 2 mois, déjà 3 mois, on bloque. Et à 5 ans, on parle certes de compte dormant, mais je pense qu'au niveau national, c'est moins. 3 ans, vous ne faites pas de mouvement, 2 ans, vous ne pouvez pas, la banque n'attend pas. Elle ferme le compte, elle bloque, elle attend. Seulement, la banque, une fois le client dépositaire du compte n'est plus ou ne fait plus signe de vie, après 5 ans, après 8 ans, après 9 ans, après 10 ans, mais je trouve que c'est trop même d'ailleurs 5 ans. La banque devrait en principe rechercher son ayant droit. Et à la matière, je pense que quand on souscrit à un compte bancaire, on déclare toujours des noms de sorte à permettre à la banque d'interpeller ces derniers-là. Mais dans le cas d'espèce, ici en Côte d'Ivoire, pour ce que je sais, la banque ne s'est jamais levée pour interpeller quelqu'un. C'est plutôt les ayants droit qui se battent et qui se promènent pour chercher à savoir combien leurs défunts parents avaient dans le compte. Alors comment ils font de façon concrète? Je veux dire que le père n'a pas informé ses enfants qu'il aurait un compte quelque part dans une banque. C'est aussi simple, cher frère. Mais ils n'ont qu'à, une fois le parent n'est plus, ou la parente n'est plus, mais c'est aussi simple, les parents vont fouiller dans ses affaires. Je vous dis, à la recherche d'une carte bancaire qui atteste qu'il a un contrat avec une banque, ou alors d'un chéquier. En tout cas, tout élément indicatif attestant de ce que le parent défunt ou la parente défunte a un compte ou un contrat avec un établissement financier. Donc, une fois cela est fait, c'est avec ce document qu'il se présente à la banque. Soit madame, soit les parents, les frères, les soeurs, ou la mère ou le père se présentent à la banque ou l'oncle. Mais une fois là-bas, c'est là que commencent les difficultés que nous dénoncions tantôt. On va leur demander tel document, tel autre. Et au niveau des mobile money, alors là, c'est même pas la peine. Parce qu'il n'y a aucun document qui atteste que vous êtes un ayant droit. C'est là maintenant que la croix et la bannière, le jour et la nuit, se présentent. Parce qu'au moment où l'individu souscrivait, il n'a pas déclaré de nom pour dire que lorsqu'il ne sera pas là, ou si d'ordinaire il n'était plus de ce monde, eh bien, son ayant droit est tel ou tel individu. Alors, il revient maintenant aux parents d'en faire la preuve. Et pour en faire la preuve, il faut disposer d'abord des documents qui attestent que le monsieur ou la dame est décédé. Voyez-vous? Donc, les documents du défunt qui certifient le certificat de décès. Et puis, vous allez maintenant commencer les actions administratives, la démarche administrative pour justement disposer des documents judiciaires qui vous confèrent dans ce droit, d'ayant droit, et d'aller donc vers la banque pour recueillir justement vos fonds. Merci Marius Koumoué. Je voudrais que vous regardiez droit à une des caméras.
lancer un appel donc à vos différents partenaires. Je veux parler donc des banques, des assurances et tous ceux qui sont dépositaires donc de ces comptes mobile money. Parce que vous avez parlé de partenaires. Logiquement, en bon français, un partenariat, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Donc, quel est le message pour que, ensemble, vous puissiez réfléchir donc à des nouvelles pistes de solutions, de sorte qu'il n'y ait plus de tracasserie, parce que c'est un mot français, hein, c'est une expression française. Ayant droit, ça veut dire qu'ils ont droit à quelque chose. Il faut que cela se concrétise et se matérialise. Quel est le message? Vous n'avez pas totalement tort. Il faut vraiment que les droits du consommateur, des usagers des banques et établissements financiers soient de plus en plus mis en exergue dans notre État, dans notre pays. Et à ce propos, je puis vous assurer qu'en ayant appris par le passé la création de l'Association des banques et établissements financiers, nous avons fondé beaucoup d'espoir dans la création de cette entité. Parce que pour nous, nous avions en face de nous désormais un interlocuteur unique au niveau des banques et établissements financiers pour pouvoir porter à leur connaissance justement les mécontentements, les angoisses, les peines et les souffrances des usagers des banques et établissements financiers. Nous sommes ahuris aujourd'hui de savoir que cette entité s'éloigne véritablement de cette collaboration qui devrait exister entre elle et les organisations de défense et de protection de leurs clients. Et donc, c'est le lieu également pour nous d'interpeller les pouvoirs publics, l'État. Parce que pour nous, il n'y a pas meilleur défenseur. Le premier défenseur des droits et de protection des intérêts des populations, des usagers, des consommateurs, c'est bien l'État. Et l'État n'a pas obligation du tout. L'État n'a pas du tout le droit de laisser à la vindicte d'opérateurs véreux ces populations. L'État a obligation de mettre des balises partout où de besoin, de mettre des dispositions, je vais dire des mécanismes juridiques nécessaires à une meilleure protection des populations, mais surtout à une meilleure défense de leurs intérêts. Et il n'y a qu'à la matière le ministère de l'économie et des finances, en ce qui concerne donc les banques et établissements financiers. Au niveau des assurances, il y a la direction des assurances du ministère du même nom, pour naturellement mettre en œuvre ces mécanismes-là. Nous sommes totalement disposés à échanger et à leur porter à leur connaissance, parce qu'au sein de nos organisations, nous avons quand même des collaborateurs, et non des moindres, qui ont été des patrons de banques, qui ont été des employés et non des moindres des banques, qui sont aujourd'hui dans le mouvement consommateur et avec lesquels nous travaillons sur les différents droits et les devoirs des banques et des établissements financiers. Il revient donc à l'APBFC, l'Association des professionnels des banques et établissements financiers, de pouvoir saisir justement l'existence des organisations de consommateurs pour pouvoir porter à notre connaissance non seulement les nouvelles mesures qui sont prises par les banques, mais surtout les tests légaux qui sont votés par les pouvoirs publics en vue de conforter les usagers des banques et établissements financiers sur leurs droits et leurs devoirs. Merci Marius Koumoué. Mesdames et messieurs, on va donc se séparer, mais je voudrais rappeler aux uns et aux autres qu'il y a problème, c'est votre émission, c'est vous qui la faites, c'est vous qui nous faites part donc de vos différentes préoccupations. N'hésitez pas. Quand vous avez beaucoup de victimes dans un problème bien donné, vous avez le choix d'écrire donc à l'AFTV, n'est-ce pas? Et puis, nous allons nous approprier ce dont vous souffrez pour qu'une enquête minutieuse soit faite et que nous puissions en débattre. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui nous parlent de litiges fonciers. Nous sommes en train de réfléchir encore pour voir si on peut trouver d'autres canaux, parce que ça commence à être une véritable affaire d'État, cette affaire de foncier. Mais pour l'instant, nous étions en train de parler avec M. Marius Koumoué pour tout ce qui se passe avec les assurances, les banques concernant le traitement des ayants droit quand le père ou la mère est décédé. On se retrouve dimanche prochain pour un autre thème. Sur ce, bonsoir.